là? Je sais pas. Oui, mais là, il y a écrit que ça marche pas. Ça Ah marche, voilà, c'est c'est bon, c'est bon. Voilà. Ah, c'est bon. Mais on voit pas là de derrière. Allez, Il a fait exprès. Ah, oui. on est dans le Choshen Mishpat. On va commencer. D'accord, quelque chose de très important. Ilchot Niske Gouf et Nefesh. Les lois concernant les dommages sur le corps et sur l'âme. Dîner Niske Gouf et Nefesh. Et là-dedans, il y a 17 paragraphes. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Assur la Adam, les Akot et Travero, n'a pas le droit de frapper son prochain. Donc, comme vous savez très bien que toutes les mitzvot négatives sont valables aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Donc ça touche aussi bien les hommes que les femmes. Sauf 3 mitzvot que les femmes ont le droit de ne pas faire. C'est la mitzvah de Baltakif, de se raser sur la tempe. Baltashrit, c'est se raser le bas de la tempe, c'est là-bas. Ces 2 mitzvot-là, elle a le droit elle n'est pas tenue de les faire. Et également la mitzvah de se rendre impur des morts. Donc il y a 3 mitzvot que les femmes ne sont pas obligées de faire. Mitzvot négatives. Toutes les autres mitzvot négatives, elles doivent les faire comme les hommes. Donc quand il y a écrit c'est interdit à un homme de frapper son ami, c'est la même chose pour une femme. D'accord? Il n'y a pas de permission à la femme de frapper davantage qu'un homme. Oui, Mikaou, et s'il a quand même frappé, au verbe lotassé, il a transgressé un lotassé. Comme il est écrit, chez Nehemar, Veaya in bin akot arasha, on apprend ça de la mitzvah de Malkout. Quand on frappait quelqu'un qui avait transgressé une mitzvah négative, on lui donnait Malkout, on lui donnait 40 coups. Enfin, c'était jamais 40 coups, parce que c'était très, très, très dur. C'était des séries de 3. Et il y a écrit là-bas, Im bin akot arasha, quand si tu frappes le rachat, donc c'est le beddin qui le frappe, Arbaim yakenu lo yosif. Il devra lui donner 40 coups et pas plus. Donc de là, on voit que le fait qu'il rajoute un coup, ça s'appelle frapper. Et de là, on apprend que frapper injustement, ça s'appelle une mitzvah lotassé. Imikpida Torah be'akat racha. Si déjà la Torah elle a fait attention de ne pas frapper un rachat plus qu'il ne faut, parce qu'il était condamné à être frappé par le Beddin, et on te dit n'en rajoute pas un seul, sinon tu t'appelles transgressé. Donc à plus forte raison, quand on frappe un tzaddik, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas été condamné par le tribunal, il s'appelle un tzaddik. Donc de là on apprend l'interdiction de frapper. Donc on peut crier, on peut parler fort, on peut faire n'importe quoi, menacer, mais pas frapper. Il dit plus que ça. Dechol amerim yad al chavero, le akoto, quelqu'un qui lèverait simplement la main sur son ami pour le frapper, af al pichelo ikaou, même s'il ne l'a pas frappé concrètement, nikra racha, il est appelé lui-même un racha. Comme il est écrit, nous on apprend ça de Moshe Rabbeinu. Quand il a frappé l'Égyptien, le lendemain, Dathan et Aviram, ils lui ont dit, est-ce que tu nous parles pour nous tuer comme tu as tué l'Égyptien? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Dathan et Aviram, ils étaient toujours en bisbis, tous les deux, ils se disputaient. Donc, Moshe a dit à un des deux, Yomer l'aracha, lama takereacha, pourquoi tu frappes ton prochain? Lama ikita, il n'y a pas écrit pourquoi tu l'as frappé. Il y a écrit pourquoi tu le frappes. Ça veut dire que même le fait de lever la main, ça s'appelle être un rachat, même s'il n'a pas frappé concrètement. D'accord? Et donc toute personne qui aurait frappé un autre juif, Areu Mukhram, il est en Kherem. D'accord? Il est excommunié, même s'il ne le sait pas lui-même. Donc si il y a 10 personnes dans un minyan, il y en a un des 10 qui a frappé quelqu'un, soit sa femme, soit son enfant qui est grand,
ou soit une personne par colère, il est appelé excommunié, donc ils ne sont pas minyan, ils ne sont que 9. Bien qu'ils croient être 10. Jusqu'à quand? D'accord? Jusqu'à quand? Tout le temps. Jusqu'à ce qu'il ait fait tchouva et qu'il regrette ce qu'il a fait et qu'il ne le refasse plus. Sinon, c'est tout le temps. Et si c'est une femme? Il est une femme pareille. Il est muhram, il est en cherem. Veomed becherem akadmonim, il se tient dans une excommunication des gens d'avant. Mais ça faut le minyan, on ne peut pas l'associer à un minyan. De 10. Le chol d'avar chez Bigdusha, quelle que soit la chose de la Gdusha. Beddin, jusqu'à ce que le Beddin lui permette, lui enlève son cherem. Je me cavais la lave, l'ishmoa, l'idinam, quand il est prêt à écouter l'antine. C'est pour ça qu'il y en a qui font, tous les vendredis, qui font Atarat Nedarim dans la synagogue, pour s'enlever le cherem, si jamais ils ont été mis en cherem, parce qu'ils ont frappé même leur enfant. Même si quelqu'un frappe un enfant après un certain âge, celui qui frappe son enfant, il est appelé frappé. Ah Donc le cherem fait partie des nedarim. Ben c'est pareil. Un neder, il tient la personne, le cherem, il le tient aussi. D'accord? Donc c'est pour ça que c'est très grave, quoi. Ve'amake travero aka kala. Et si quelqu'un frappe son ami un tout petit coup, chez Enba Shave Pruta, qui ne vaut pas une Pruta, c'est-à-dire que s'il avait été au Beddin, on ne l'aurait même pas condamné à payer une Pruta, parce que c'est ni de traces, ni de conséquences. Donc c'est un coup qui ne vaut pas Shave Pruta. Oil Enba Chiyuv Mamon, puisqu'il n'y a pas d'obligation financière, Kaya Malkut Minatora. Donc il devra prendre des coups d'après la Torah. S'il ne devait pas payer Shavé Pruta, on ne lui faisait pas payer les dommages, mais on lui faisait Malkut autant du Beth Amikdash. Et il dit Afilou im chavero itrilimo. Et même si c'est son ami qui a commencé, d'accord, comme on dit au Gan, ou itril. Même s'il a commencé, c'est pas lui qui a commencé, c'est l'autre qui a commencé, dans la dispute, mais il a insulté, en parole, filou ikaou, et même s'il avait frappé, ou, mais où, je sais pas, sac, là, coton, du fait qu'il s'est arrêté de le frapper, aval, imlo pasak, une fois qu'il a frappé et qu'il s'arrête, d'accord. S'il continue à le frapper, alors lui, il a le droit de se défendre. Mais à kototo, que dès le'atzil atzmo, pour se sauver. Im yefshar lo le'atzil atzmo, be'inyan acher, si on ne peut pas se sauver d'une autre façon. D'accord? S'il peut se sauver sans le frapper, il doit le faire. Mais im yefshar lo le'atzil atzmo be'aka mu'etet, s'il peut se sauver avec un coup mineur, il ne doit pas le frapper un coup fort. Évidemment, on parle de quelqu'un qui sait se battre, quoi. S'il sait se battre, des fois il donne un coup simple, et ça calme l'autre. S'il ne sait pas se battre, alors il va faire n'importe quoi comme l'autre. Maintenant, quelqu'un qui voit un juif, Maké Chavero, qui frappe son prochain, mais non, il ne peut pas, lui, le sauver, parce qu'il ne se sent pas capable de se battre contre l'autre. Imlo sheyake amake, mitzvah et akoto, que dès la fricho misu. Il peut le frapper pour l'empêcher à lui de faire un issour de frapper l'autre. Donc il le calme, il le mate à lui pour l'empêcher de s'énerver avec l'autre. Mais s'il peut le sauver de la main de l'autre
sans le frapper, il n'a pas le droit de le frapper. Un filou le dorfo, même le secouer fort, efchar le shomto bechanachat, il n'a pas besoin s'il peut le prendre doucement. S'il est très fort, lui il le prend doucement, ça suffit pour le calmer, il n'est pas obligé de le prendre violemment pour le calmer. וכן הרואה בחברו שעושה איזה דבר עבירה אחרת, והוא תחת ידו ורשותו להכותו. Un autre cas de figure, si quelqu'un il voit son ami qui est en train de faire une avéra, והוא תחת ידו, et il a le pouvoir d'agir sur lui, il peut le frapper. Donc en fait, d'après la rapure, si quelqu'un, par exemple, on lui dit mets les tefilines et il ne veut pas les mettre, on pourrait le tabasser pour qu'il les mette. Puisqu'il veut faire une avéra, il ne veut pas les mettre. Donc, d'après la halakha, tu aurais pu lui faire une prise de judo pour qu'il mette les tefilines. D'accord ? Pourquoi on ne le fait pas ? Parce que on n'estime pas que ça va servir à quelque chose, puisqu'il va être contre. Mais Alpi Din, il en aurait pu le faire. Racha il a koto. Alors, si quelqu'un il veut voler, et tu es dans un magasin, tu lui dis non, ne vole pas, il dit non, je vais quand même voler, laisse-moi faire, et ben, tu as le droit de le frapper pour l'empêcher de voler. Que dès la fricho mi issour, dès qu'on veut séparer quelqu'un d'un issour, on a le droit de le frapper. Mais un tsarich le avio, le beddin, et c'est même pas la peine de l'emmener au beddin. Parce que c'est normal. Si chaque fois qu'on voulait régler un problème qui se passe sur place, il fallait attendre de convoquer quelqu'un au beddin, ce serait la jungle. D'accord ? Aval im gvar asa aïssour, mais si déjà il a fait l'interdiction, on n'a pas le droit de le frapper. D'accord ? Donc tu peux le frapper préventivement, mais tu ne peux pas le frapper après coup pour lui donner une leçon. D'accord ? Et là, ils viennent au Bédine, et ils l'emmèneront au Bédine et eux le puniront. D'accord ? Cas de figure classique, qui est plus classique que ce qu'on a vu. Un ikhlas le beit chavero chez l'obirshut. Quelqu'un qui rentre chez vous sans autorisation. Yesh la chavero reshut leotzio mibeto. On peut le mettre dehors de sa maison. Ve'im mesarev latzet, et s'il refuse de sortir, yesh matirim, il y en a qui permettent, à filou le akoto, même de le sortir manu militari, de sortir violemment. Que dès leotzio, imeno yachol leotzio, ve'inyan acher, s'il ne peut pas le sortir par un autre biais. S'il peut lui faire peur, ou dire je vais appeler la police, etc., alors il faut qu'il fasse ça. S'il voit que ça ne joue pas, il peut le sortir violemment. Également quelqu'un qui aurait un serviteur. Et il craint qu'il lui vole. C'est un voleur déguisé en serviteur. Rachaï le Otsio Mibeto, il peut le chasser de sa maison avant qu'il lui prenne quelque chose. Par exemple, si quelqu'un, c'est un cas qui se passe en ce moment à Baka, il y a quelqu'un qui est dans une maison, comme on dit, tranquillos, il ne paye pas le loyer. Quand le propriétaire vient lui demander le loyer, il lui dit mais vous n'avez pas besoin d'argent, qu'est-ce que vous voulez? Donc il m'a demandé qu'est-ce qu'il faut faire. Eh ben, je lui ai dit de le foutre dehors, tout simplement. Mais il me dit qu'il n'ose pas. Eh ben, il a dit, je lui ai dit, ben, c'est toi qui transgresses la Torah, parce que lui ne veut pas te payer ton loyer, il ne te le paye pas. Concrètement, il ne le paye pas. Donc tu as l'autorisation de le mettre dehors de l'appartement que tu lui as loué. Oui, mais ça rêve la tête. S'il ne veut pas partir, Racha il a koto. Il a le droit de le frapper jusqu'à ce qu'il s'en aille. Et si un monsieur
il vient voler chez lui, d'accord? Il y a comme ça des gens, des voleurs qui profitent qu'il y ait une porte ouverte, ils rentrent, ils font semblant de dire qu'ils cherchent quelqu'un d'autre, quoi. Vous comprenez? Il frappe à la porte, il frappe pas, il rentre en espérant voler, puis dès que vous l'attrapez, il vous dit ah, vous n'êtes pas la famille Cohen? Ah, vous dites non, je ne suis pas la famille Cohen. D'accord? Et donc, vous avez compris que c'était un type qui était venu pour voler. Oh, Shekvar Gzalo, et il a déjà volé. Rachai Latzilo Miado, il peut le sauver de sa main. Filou Aliédé Aka, même en le frappant. D'accord? Donc s'il a les moyens de le chasser avec des coups, ben il le chasse avec des coups. Imi Efchar Beignan Acher, si évidemment on ne peut pas faire autrement. Mais notre Sari la viol, le Beddin, et donc il n'y a pas besoin dans tous ces cas-là de faire appel au Beddin ou à la police, ou à rien du tout. Comment j'ai une baère, Bilchot Xela. Vous en voulez encore? Ouais, ça vous semble tellement bizarre. Maintenant, il a maintenant un autre cas de figure. Assur leakot et travero, afilou ou noten reshut leakoto. On ne doit pas frapper quelqu'un, même s'il vous donne l'autorisation. Quelqu'un qui est masochiste, par exemple. Il dit frappe-moi, allez, j'aime les coups, frappe-moi. Je dis, bah, je vais lui faire plaisir, tiens. Pouah, je vais lui donner des claques. Et ben, tu n'as pas le droit de le frapper pour lui faire plaisir. D'accord? Ouais. C'est d'ailleurs le même principe avec le père et le fils. D'accord? Si le fils est docteur et il veut soigner son père, d'accord? Ben, il n'a pas le droit de lui faire une prise de sang, par exemple. Son père, il doit demander à quelqu'un de lui faire une prise de sang. Bien qu'il soit docteur. Parce qu'ils peuvent soigner. Non, parce qu'il fait une interdiction de faire sortir le sang de son père. Ah. D'accord? Donc on ne parle pas de quelqu'un des gens qui sont fâchés. On parle de deux personnes. D'accord? Comme un docteur, il voit quelqu'un s'évanouir, il peut lui donner des gifles pour le réveiller. Parce que c'est pour le réveiller, c'est pas pour le frapper. D'accord? Quelqu'un ne doit pas lui dire, mais de quel droit vous frappez le malade, monsieur? D'accord? Donc il te dit, on n'a pas le droit de frapper quelqu'un, même si il le veut. Qui est la dame reshut al gufo klar. Parce qu'une personne n'est pas maître de son corps, du tout. Notre corps ne nous appartient pas. Comme il est écrit dans la Torah, vous devez faire attention à votre corps. Enfin, d'où l'interdiction de faire des choses qui abîment le corps. D'accord? Vous auriez pu dire la neshama, il faut faire attention à elle, mais le corps, on peut faire ce qu'on veut avec. On te dit non. Donc le corps ne nous appartenant pas, je ne peux pas dire à quelqu'un frappe-moi, c'est pas mon âme, c'est mon corps. D'accord? Léa Kotov, l'olevaïcho, il n'a pas non plus le droit de lui faire honte avec son corps. D'accord? C'est-à-dire lui faire une prise, je sais pour qui s'agenouille. Et on n'a pas le droit de faire souffrir d'aucune souffrance. D'accord? Donc, quand vous allez chez le dentiste ou chez l'épilateur, chez les bonnes femmes qui vous épilent, ça vous fait mal, etc. Il faut avoir faut dire je le fais pour l'esthétique ou pour la santé. D'accord? Par exemple, quand quelqu'un il se fait laver les cheveux par quelqu'un d'autre, on peut lui mettre du savon dans les yeux. Ça s'appelle un tsahar. Il fait un tsahar au gouffre. D'accord? Alors il doit éviter de dire bah je suis désolé, hein. Si tu veux que je te savonne la tête, ça rentre dans les yeux. Hein. Il ne faut pas lui faire mal aux yeux. Afilo bimeniat ezemachal o mishte. Il dit même quand on empêche de manger ou de boire, on n'a pas le droit d'empêcher quelqu'un de manger ou de boire, de faire un tsar. D'accord? Vous pouvez l'empêcher de manger du sucre. C'est diabétique, par exemple.
comme il dit le Rav Shlomo Zalman Auerbach, il dit que quelqu'un qui a du diabète, il faut l'empêcher de manger des gâteaux devant vous. Pas le droit de, d'abord, il n'a pas le droit de faire la bracha dessus, puisqu'il a le diabète. Oh là là. Et donc, tu dois l'empêcher, tu dois lui enlever les gâteaux de la table, si tu sais qu'il est diabétique. Mais là, on parle pas de cas extrême, on parle, c'est comme quelqu'un qui a soif et tu dis non, je ne te donne pas à boire. D'accord ? Ou il a faim, tu dis non, je ne te donne pas à manger. C'est pour Khinour, tu aurais dû manger au moment qu'on a dit, je sais pas. Bah, théoriquement, non. Hein. Théoriquement, dans le créneau, il ne faut pas utiliser ce genre de méthode. Il faut trouver un autre moyen. Et la imken, ose bederech tshuva, sauf s'il le fait dans une façon de tshuva, shetzar ze tova ilo. Donc lui, il dit je veux m'empêcher de manger ça pour souffrir. Et toi, tu lui dis oui, d'accord, ok, je t'enlève. Il n'a pas le droit, sauf si c'est une tchouva pour lui. Tchouva, par exemple, de régime, il fait un régime, il ne veut pas abuser, ou il est. Enfin, ou c'est un truc à sourd, et toi, tu veux pas qu'il. Il dit, je ne veux pas le manger. Je dis, d'accord, je veux pas que je te l'enlève pour que tu ne le manges pas. Tout ça, on a le droit. Les Hatzilon nefesh mishachat pour sauver une âme d'aller en enfer. Ah ouais. D'accord? Velachen, c'est pourquoi. C'est pour ça que c'est un problème, par exemple, avec les gens qui ont l'Alzheimer ou des choses comme ça. Il y a un monsieur comme ça, il perd la boule. Et donc, le jour de Kippour, il croyait que c'était fini Kippour. Alors, il voulait manger. Et sa femme, elle a caché la nourriture pour pas qu'il mange, c'était Kippour. Et lui, il a failli tout casser dans la maison parce qu'il croyait qu'elle voulait l'empêcher de manger. Alors qu'elle lui a dit, mais c'était Kippour. Il dit, non, je te raconte, Kippour, c'était hier. Alors, qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là? Est-ce que vous devez laisser la personne manger ou pas manger? Mais Begeda acheté, non? Voilà, c'est pour ça. Comme il est dans un guédère de fou, à ce moment-là, vous laissez-le faire ce qu'il veut, quoi. Il ne comprend pas. D'accord? La reine, c'est pourquoi Mutar litanot litchouva. C'est pour ça qu'on a le droit de jeûner pour faire tchouva, par exemple. D'accord? Donc, si c'est quelqu'un, il ne veut pas jeûner, mais il dit donc, je vais éviter de boire du coca, par exemple. Je vais éviter de boire des boissons sucrées. Je vais éviter de boire de l'eau. Je vais éviter. Hein? Bah, lui, il a le droit, puisque il ne fait pas ça pour se faire souffrir. Il fait ça pour se dispenser de choses inutiles. D'accord? Un filou michéno yachol etanot, même si quelqu'un ne peut pas jeûner, ou michéno yachol etanot mutar, un filou shelo bederech tshuva, et là kedé le marek nafsho Hashem, shen tov le ma'ala mitovazu. Il dit, si c'est pour nettoyer son âme pour le service de Dieu, tu as le droit de te priver de quelque chose. Ça ne s'appelle pas se faire souffrir. D'accord? Il dit encore un truc intéressant. Vechen, mutar leakot banav aktanim. Et voilà, on a aussi le droit de frapper les enfants quand ils sont petits. J'espère que l'État d'Israël ne m'écoute pas, sinon je vais aller en prison. Alors, il te dit, Claire, Psakdin de Shwanaro, tu as le droit de frapper les enfants quand ils sont petits. Afilou shelo bishvil chinuch. Torah ou mitzvot. Et là, que des ladricham bederech eretz. Pas forcément pour les obliger à faire une mitzvah ou la Torah, mais pour les habituer à bien se conduire. À se lever dans l'autobus pour une personne âgée ou à ne pas répondre insolemment aux gens, aux autres enfants. Tu as le droit de frapper tes enfants quand ils sont petits. C'est quoi petit? C'est quoi petit? Ça dépend de la conscience de l'enfant. S'il est adulte rapidement, donc il est vexé très vite par exemple, il y a des enfants qui ont 10 ans, ils sont très vexés tout de suite. Alors ils s'appellent plus petits. Parce qu'à ce moment-là, ils vont dire
surtout si on est devant les gens, ils vont être très très vexés que tu lui aies donné une gifle, parce qu'il comprend, il a 10 ans. Mais il y a des enfants qui sont un peu retardés, quoi. Jusqu'à très tard, ça les dérange pas, quoi. Mais le plus tard, c'est par mitzvah? Hein? Le plus tard, c'est par mitzvah ou il y a pas... D'après le Admoazaken, c'est 16 Ça ans. commence. Il dit 16 ans, mais là-bas il parle de 16 ans si un enfant, c'est un voyou. C'est un enfant voyou, tu as jusqu'à 16 ans, après 16 ans tu n'as pas le droit parce qu'il va te rendre. Parce qu'il va. Il va te rendre. Mais ça c'est quand c'est vraiment un voyou, c'est-à-dire il vole ou il fait des trucs graves, quoi. Mais pour le chinour, tu as le droit que de donner des flics, quoi, des petites tapes, quoi. Pas des damnés avec la ceinture et la savate. D'accord, donc pas forcément pour la Torah, pas forcément pour les mitzvot. D'accord. Je connaissais un monsieur, son fils il voulait pas faire le loulav, il a commencé à sortir la ceinture pour aller lui tabasser, parce qu'il voulait pas faire le loulav. Alors là, on lui a dit, attendez, calmez-vous, c'est pas avec ça qu'il aura envie de faire le loulav. Alors il dit, non, mais j'ai une mitzvah, il doit la faire, je veux rien savoir. Alors, il te dit, c'est vrai que pour le chinour, tu as le droit, même si c'est pas pour Torah ou mitzvot, mais rien que pour le savoir, la bonne conduite. Oïl ou mitkaven le tovatam, parce qu'il a l'intention de leur faire du bien. Et s'il a l'intention de faire du bien à lui, parce qu'il est vexé que son fils ne veuille pas faire la mitzvah, donc ça ne s'appelle pas la tovato, ça s'appelle la tova à lui. D'accord? Le tovatam ou teletalav et son bien, le bien de l'enfant, il repose sur les parents. Pas comme en Israël où il repose sur les juges et la police et les avocats. Tu vois. Après, on voit les résultats que ça donne. Chez M. Birchuto, parce que les enfants sont encore dans son domaine. Veu Adin, les Yatom, chez Birchuto, et ce serait le même din s'il avait un orphelin dans sa maison. D'accord? Il a pris en charge un orphelin, il a le même prérogative que si c'était son père. Il n'est pas obligé de dire « Ah non, je ne suis pas son père, donc je ne me mêle pas. » D'accord? C'est le cas très fréquent aujourd'hui. Bon, au Hachem, comme il y a un couple sur deux qui divorce, donc il y a des tas de gens qui se retrouvent avec des enfants de l'autre. D'accord? Alors, est-ce qu'ils ont l'obligation d'éduquer les enfants du conjoint, bien qu'ils ne soient pas les siens, ou est-ce qu'il n'a pas d'obligation? D'accord? Alors théoriquement, on voit que oui. C'est comme un orphelin. À partir du moment où quelqu'un est dans son reshoot, c'est pour ça que ça rajoute des problèmes au deuxième mariage, parce que la bonne femme ou le père, il dit, je ne te permets pas de frapper ou d'éduquer mes enfants. Laisse-moi, moi, m'en occuper. Ça ne peut pas marcher. À partir du moment où ils sont dans le même domaine, les deux ont la même autorisation. Alors, donc c'est des choses qu'il faut régler avant. D'accord? Maintenant, il dit, si les enfants ont un bon rapport avec lui, il peut les frapper, pas seulement dans leur intérêt, mais dans son intérêt. Vous avez compris la nuance? Le père, il a vu que le fils ne veut pas faire le loulav. Mais le père et le fils, ils sont copains. Ils n'ont pas des relations de tension entre eux. Donc s'il a une relation de tension avec son père, il doit les faire que pour son bien à lui et pas pour son bien au père. Mais si le père et le fils sont en bon rapport tous les deux, alors là, il peut le frapper, même si c'est pour son bien à lui. C'est-à-dire, il a envie qu'il fasse le loulav, même si le gosse, il ne le fait pas pour le gosse, il le fait pour lui. Comme il est copain avec son fils, il a le droit de lui dire, allez viens, fais le loulav. Viens ici. D'accord? Viens manger la ficomane. D'accord? Le gosse, il a 10 ans, il a le bol, il est minuit, le CDR très tard, il veut aller dormir, il ne veut pas manger la ficomane. Il veut préférer une glace à la fraise. Et toi, tu lui dis, voilà le dessert, la ficomane. Alors, donc si c'est pas ton copain, ton fils, alors laisse-le tranquille. Si c'est pas pour le tovato, c'est sûr que c'est pas le tovato, c'est le tovatra, parce que tu veux qu'il mange la ficomane, toi.
laisse-le tranquille parce que tu vas le révolter. Mais si tu es en bon rapport avec ton fils, pas des relations conflictuelles entre les parents et les enfants, là on peut frapper les enfants parce qu'en réalité les enfants, ils l'accepteront volontiers. Comme quelqu'un que je connais très bien, qui avait rendez-vous avec son fils au Kotel, et son fils il avait 25 ans quand même. Et comme le père est très yéké, l'heure c'est l'heure, le fils est arrivé avec 1 heure de retard. Dans les embouteillages, enfin bon, je ne sais pas ce qu'il a donné comme argument. Le père voit le fils arriver, il était en pétard, bien qu'il ait 25 ans, il lui donne une tarte dans la figure. Bon, ils commencent à discuter tous les deux, comment ça va, puis top, la police arrive, 2 flics arrivent, monsieur, qu'à la bouche. Il dit quoi, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, il y a quelqu'un qui a dit que vous avez frappé votre fils tout à l'heure, en prison. Alors le fils, il a dit au flic, vous avez fini de nous casser les pieds? C'est mon père, d'accord? J'ai rien dit. Et mon père, il m'a dit que depuis que je suis tout petit, fichez-nous la paix. Fichez-nous la paix. Et le flic, il voulait rien entendre, il voulait l'embarquer quand même. Ah, c'est la loi. Tu as frappé ton fils. Mais l'autre n'a pas porté plainte. Il a dit, mon fils n'a pas porté plainte, je ne porte pas plainte, fichez-nous la paix. Il a fallu qu'il discute 1 heure avec les flics pour qu'ils s'en aillent. Ah ouais? Ben oui, parce que la loi est la loi. Il n'y avait rien d'autre à faire. Ben oui. Non, mais ils ont cru. Ils se sont mêlés parce qu'ils ont cru que c'était. Parce que c'est des gens autour qui se sont cru obligés d'aller appeler la police. C'était plus. Donc il te dit, si tu sais que les enfants t'écoutent, et qu'ils t'écouteront quand tu vas les frapper, ou ça va rien changer, au contraire, ils vont être... On va dire, Tov Yerushalayim, si tu les frappes, eh ben tu peux les éduquer comme bon te semble. Mais évidemment, il ne faut pas les frapper sévèrement. On ne parle pas de donner des tannés, on parle d'un coup amical. D'accord? Voilà. Pas de questions? Bon, il parle aussi à l'époque où il y avait des esclaves et des serviteurs, que le maître, il avait un bâton et il est dressé comme ça. Aujourd'hui... À ce point. C'est l'élève qui... c'est plutôt les élèves qui ont le bâton plutôt que le maître. Voilà. Ouais. Vous voyez bien qu'il y a des halakhot sur toutes ces questions-là et qu'il ne faut pas agir à la légère. C'est pas évident du tout d'utiliser les coups, quoi. Il faut avoir le droit et le bon usage, quoi. Surtout le faire le tovato, le faire pour la personne elle-même et pas pour soi. Ouais. C'est pour ça que dans le chinour, quand les gens sont énervés, parce que les enfants les ont trop énervés dans la journée, alors ils les frappent, mais ils les frappent pas pour eux, ils les frappent parce qu'ils veulent la paix. Alors des fois, les enfants, ils sentent une injustice, etc. Bon, voilà. Pas de questions? Pas de questions. Alors, Yom Kippour, on fait un règlement. Avant Rosh Hashanah. Oui, mais on peut le faire avant si dans le cas où je le dis, si une femme a frappé son mari ou le mari a frappé sa femme, comme ils sont tous les deux en kherem, il vaut mieux qu'ils fassent Atarat Nedarim dès qu'ils ont appris ça, quoi. Il y a des femmes battues régulièrement, quoi. Il y a des hommes battus aussi. Bah oui, il y a un syndicat des hommes battus en Israël. Des hommes. Les hommes battus, oui, ils sont tabassés par leurs femmes, quoi. Des avocats, des députés, des ministres. Encore des trucs. Pour le moindre truc de travers, pouah, ils se prennent des tartes. Il y a les deux côtés, quoi. Bon, mais Kitso, donc si un mari a la main légère, même si sa femme lui a mis une tête comme une citrouille, il ne doit pas la frapper. Mais s'il l'a frappé, c'est pas une petite tapette, on parle d'un coup qui fait mal. S'il a donné un coup qui fait mal, il est en excommunication, même s'il ne le sait même pas. Et donc le lendemain matin, il va faire shacharit, il ne fait pas partie du minyan et il ne le sait pas. Donc il faut dire aux gens,
vous voulez frapper votre femme, alors sachez que toute la communauté le saura parce que vous ne serez pas accepté dans le binyan. Vous faites Oshia et Tamecha. Ah, on est que 9. Comment on est 9? On est 10. Oh non, on est que 9. Lui, il compte pas. Comment il compte pas? Ben, il frappe sa femme. Bah, Parce qu'il ne va pas le dire, lui. Ben non, en général, il cache les choses, les gens. Ah ouais? Alors c'est qui va le découvrir? Ben, c'est peut-être la police ou la voisine ou le voisin du dessus qui a entendu des hurlements à 2h du matin. Est-ce que je sais, moi? Ah ouais. Ah ouais, d'accord, j'ai compris. Ben oui. Vous Ou à les enfants. Vous parlez de préjudice physique. Les enfants. Moi, je connaissais des gens très bien. Il y a eu une bagarre dans une synagogue. Il y en a un qui a pris une claque. Le gosse, il me dit oh, il a fait comme papa avec maman. J'ai dit ah bon? Il a fait comme papa avec maman. J'ai dit wow, c'est un peu hard à la maison là-bas. Il a fait comme papa avec maman. Il s'est tabassé régulièrement. Pour l'ambiance. Voilà. Nous allons passer à la... Vous parlez de préjudice physique. Qu'est-ce qu'il en est des préjudices verbaux, moraux? Ah ben la Torah n'a jamais parlé de ça. Non, il y a le problème C'est pire. de la vexation entre la personne. Ouais, mais c'est très, comment on dit, juridique quoi. Si c'est quelqu'un qui est un noble qui se fait vexer par quelqu'un qui est un voyou, ou si c'est un bon, mais évidemment, il y a tout ça, c'est à traiter. Là, mais là, il parle que du problème des coups physiques. Voilà. Et des gens qui crient tout le temps. Est-ce que on pourrait dire qu'ils se frappent ou... Et alors dans ces cas-là, ils on a vu non. n'ont pas le droit d'être dans... On a dit non, on a dit les dixième. coups. Les coups, c'est différent. Non, les coups et les... Aujourd'hui, les psychologues vous disent que les vexations, les mots, c'est pire que les coups. Bon, d'après le Shulchan Aruch, non. Les coups, c'est les coups, et les mots, c'est les mots. Et donc, il faut s'habituer à... Non, s'habituer, comme on l'a dit l'autre fois. Pessar, ça veut dire la bouche qui parle. Et Karpas, c'est la première opération dans la Haggadah. C'est Rachetevot, Klal, Rishon, Pe, Sagour. Premier principe, ferme ta bouche. Avant que Pessar, avant que la bouche ne parle, il faut qu'elle s'habitue à se taire. Donc c'est un bon exercice entre les hommes et les femmes, entre les parents et les enfants, entre les amis et les amis. Éviter de parler des mots en trop et de, comment dire en français, de charrier, comme on dit. Parce que des fois, tu essayes de faire une blague à ta femme, elle ne la comprend pas, tu essayes de faire une blague à ton fils, il a compris. Donc, avant d'ouvrir la bouche, ferme-la. Voilà. Bon, aujourd'hui, donc on va dire la parashat Shmini dans la Torah, ce Shabbat, et en même temps, comme c'est le premier Shabbat après Pessah, on va commencer à lire les Pirkei Avot. Les Pirkei Avot, puisque on nous dit Derech Eretz Kadma la Torah. Le Derech Eretz, on va expliquer ce que c'est le Derech Eretz, a été avant le don de la Torah. Alors, c'est ce qu'il a expliqué ici, le Derech Eretz, c'est pas comme on croit chez les nations le savoir-vivre. Non. Le Derech Eretz, c'est le travail des midot. Le fait de ne pas être grossier, d'être raffiné. C'est le Derech Eretz qui précède à la Torah. C'est-à-dire que si tu es quelqu'un de grossier, qui n'a pas des midot travaillés, tu ne pourras jamais accéder à la Torah. Tu accéderas à un truc bizarre, mais ce ne sera pas la Torah. La Torah doit être précédée par le Derech Eretz. Et donc les Pirkei Avot, comme nous explique
le Bartinora, dans la Mishnah, il nous dit pourquoi a-t-on eu besoin de faire un traité qui s'appelle Pirkei Avot? Pourquoi il y a besoin d'un traité du Talmud? Une des 60 traités du Talmud, c'est les Pirkei Avot. Pourquoi faire? Il dit parce que les Goïm, dans toute civilisation, il y a des sages qui ont inventé une morale. Ils ont inventé une morale et ils vous la communiquent et les gens ils vivent de ça. Ils vivent comme ça, avec des principes de morale qui ont été inventés par des philosophes ou des gens bien pensants, etc. Il dit si on n'avait pas fait ça dans la Torah, les gens auraient cru que la morale, le derech eretz, le savoir-vivre, toutes ces choses-là, on aurait pu les inventer nous-mêmes. Et la Torah vient de dire non, pas du tout. Même ça a été donné au Sinaï. Ça commence d'ailleurs comme ça. Moshe, Kibel, Torah, Misinaï. Pour te dire que même les Pirkei Avot, même les lois de morale que le traité nous cite, ce sont des lois que Moshe a reçues au Sinaï. Et pas seulement des inventions des sages pour arranger les gens. Non, que la Masechet Avot, elle fait partie de la Torah orale et tu dois l'accomplir intégralement, sinon tu ne t'appelles pas pratiquer la Torah comme il faut. Parce que tous les traités parlent d'une mitzvah. Chaque traité du Talmud parle d'une mitzvah. Psarim, ça parle de Korban Pessah. Megillah, ça parle de Purim. Shabbat, ça parle de Shabbat. Chaque traité s'occupe d'une mitzvah. Avot, il ne s'occupe pas d'une mitzvah. Il n'y a pas une mitzvah particulière dans les Pirkei Avot. Parce qu'il y a ce qui précède la Torah et les mitzvot. Le derech eretz. Être un ben Adam. Avant d'être un ben Torah, tu dois être un ben Adam. D'accord? Et c'est pour ça qu'on a besoin de ça pendant les 6 semaines avant la fête de Shavuot. On a besoin de commencer à travailler sur ce sujet de derech eretz. Travailler ses midot. Pas comme on croit. On croit toujours que la Torah, elle résout tout. On dit, étudie la Torah, et comme ça, tu seras quelqu'un de bien. Pas du tout. Tu peux étudier la Torah et ne pas être quelqu'un de bien. Tu ne peux être quelqu'un de bien que si tu as étudié Pirkei Avot et que tu les as appliqués. Rien qu'après, la Torah va intervenir. D'accord? C'est pour ça que les gens qui ne respectent pas les Pirkei Avot dans leur comportement quotidien, eh ben les gens qui ne sont pas religieux, ils disent à quoi ça sert la Torah? Ça ne change pas les gens. La Torah ne change pas les gens s'il n'y a pas les Pirkei Avot. Il faut absolument qu'il y ait les Pirkei Avot. Donc chaque Mishnah là-bas est dans l'enseignement comment se comporter vis-à-vis des choses. Et donc tu as absolument besoin d'étudier ce traité avant d'espérer avoir la Torah. Et on voit par exemple que dans la Halakha, le Rambam nous dit, quand il s'agit de nommer un Rav dans un endroit, qu'est-ce qu'on doit choisir d'abord? L'humilité ou la sagesse? Connaissance ou l'humilité? Et alors Rambam il dit que c'est d'abord l'humilité avant les connaissances. Que tu ne peux pas, si tu prends quelqu'un qui est très fort dans les connaissances, mais qui est très orgueilleux et très imbuvable, ah ben, il ne faut pas le choisir comme chef de communauté, sinon il va dégoûter les gens des mitzvot. Donc tout d'abord qu'il soit humble, et après vérifie où il en est dans les connaissances. C'est pas grave qu'il n'ait pas d'aussi forte connaissance qu'un autre, mais c'est très grave s'il a plus d'orgueil qu'un autre. Il doit être
Et donc, pour avoir une diminution de son orgueil, il faut pratiquer, il faut étudier et pratiquer les Pirkei Avot. D'accord? Et donc, ça nous ramène à ce qu'on a dit là maintenant, dans le jour à l'amour, que quand tu éduques, il n'y a pas que à la Torah et au mitzvot que tu dois éduquer quelqu'un, un adulte, un enfant. Ouais. Avant d'éduquer quelqu'un dans la Torah et les mitzvot, avant les 613 mitzvot, avant les Pessah, Shabbat, Kiddush, avant d'éduquer quelqu'un là-dedans, par contre, tu dois te renseigner il suit au niveau du Derech Eretz, c'est-à-dire des relations Ben Adam Achavero, s'il fait ce que disent les Pirkei Avot. Par contre, les Pirkei Avot, ils vous disent, le monde il est basé sur 3 choses, Torah, Avoda, Minut Rasadim. Donc tu dois vérifier si quelqu'un il met pas trop le paquet sur le Minut Rasadim et pas assez sur la Torah, s'il fait plus d'Avoda que de Torah, il faut que chaque chose soit bien mesurée pour ne pas arriver à des catastrophes au niveau relationnel. Donc c'est pour ça, si quelqu'un veut se marier, ou quelqu'un veut éduquer ses enfants, ou quelqu'un veut rencontrer des gens, il n'y a pas que les mitzvot dans le sens qu'on connaît, quoi. La cacheroute, la akpada dans les mitzvot, il y a toute une akpada dans les Pirkei Avot. Qui n'est pas du tout une chose facile. Par contre, c'est très très compliqué les Pirkei Avot, c'est très riche. D'accord? Donc on voit que il y a là les Pirkei Avot qu'on étudie avant Shavuot. D'accord? Parce que sans Derech Eretz, il ne peut pas y avoir de Torah. Ça veut dire que si tu n'as pas compris déjà comment voir le monde, comment voir la relation entre Dieu et les hommes, etc., la Torah que tu vas étudier, la Torah que tu vas apprendre, elle n'est pas vraie. C'est ce que nous dit d'ailleurs le Barthénora. Il nous dit c'est vrai que quand vous regardez bien, la Torah n'a pas commencé par les mitzvot. Elle a commencé par Derech Eretz, elle a commencé par Adam Arishon, comment il s'est comporté avec sa femme, après c'est son fils qui a tué son fils, comment l'humanité a évolué. On voit bien qu'on t'apprend ça avant de te dire, on aurait dû commencer la Torah avec le livre de Shemot, sortir d'Égypte, matin de Torah et en avant, mitzvot. Non, on te commence avec Bereshit. On te dit comment il faut se comporter, tout d'abord, entre l'homme et la femme, entre les enfants et les parents, entre les frères et le frère, Abraham Avinu, etc. On te raconte le Derech Eretz, on te raconte comment le monde se comportait. Parce que tu vois bien que Abraham Avinu, les Avot ont dit qu'ils respectaient toute la Torah, d'accord? Mais tu ne les vois pas dans Bereshit. On ne parle pas de la Torah des Avot. On ne voit pas que les Avot, ils font des mitzvot. Ils font de la Torah et des mitzvot, on ne voit pas. On les voit dans les relations humaines. Abraham avec Sarah, après avec Abimelech, avec Paro, avec son fils, avec le deuxième fils. On ne te dit pas, Abraham, il s'est levé le matin, il a été au mikvé, il a mis les tefilines, il a mis la tzedaka, il a mis le talit. Non, on s'en fiche de ça. Ça ne nous intéresse pas. On voulait voir comment Abraham il allait se conduire quand sa femme elle est attrapée par Paro, quand son fils Ishmaël commence à faire le zouave en voulant tuer son autre fils. Comment les gens réagissent dans la vie. Ça, c'est Pirkei Avot. Pirkei Avot après Shavuot. Les Pirkei Avot, c'est d'avant Shavuot, c'est ça. C'est vrai qu'après Shavuot, quand tu as eu le Derech Eretz, c'est-à-dire pris la Torah, alors tout va prendre, tu vas trouver une autre dimension. Et comme nous, on n'est jamais arrivé à ce stade-là
avoir fait comme il faut Pirkei Avot et avoir reçu la Torah comme il faut, donc on est toujours au bas des pâquerettes. Et les gens qui se travaillent beaucoup, ils arrivent à un stade effectivement où la Torah pour eux c'est un dévoilement, et donc le Derech Eretz c'est évident quoi. C'est évident. Ils l'ont depuis longtemps sublimé quoi. Les Gdolé Israël, ils sont des gens bien élevés avant d'être des grands Chachamim. Ça dépend desquels. Ça dépend desquels. Les Gdolé Israël, non, c'est des Gdolé. Si c'est des Gdolé Israël, c'est comme ça. S'ils ne sont pas comme ça, c'est que c'est pas des Gdolé Israël, c'est des gens qu'on appelle comme ça. Les Gdolé Israël, c'est des gens qui, comme vous lisez des histoires, comment ils ont vécu, Rashi, etc., etc. Vous voyez que, effectivement, c'est pas seulement le commentaire de Rashi qui nous reste, comment il a vécu, comment il a été apprécié par les goïms autour de lui, comment il a éduqué ses enfants, comment il a parlé avec le roi d'Espagne, tout ce qu'il a fait dans le qui ne s'appelle pas relation Torah. D'accord ? Et ça, c'est la base de tout après Pessah. Quand on finit Pessah, on te dit qu'il faut sortir d'Égypte. Ben voilà, comment sortir d'Égypte ? C'est pas en faisant des choses, spectaculaires. C'est en commençant à respecter les Pirkei Avot. C'est-à-dire, c'est des choses. Quand vous lisez Pirkei Avot, vous avez l'impression que c'est des trucs des fois évidents, quoi. Il vous dit c'est évident. Mais la preuve, c'est qu'on ne les fait pas comme il faut. Enfin, vous avez une Mishnah qui vous dit les pauvres seront que les pauvres seront les gens de ta maison. D'accord ? Vous connaissez beaucoup de gens, vous, qui sont prêts à ça, de prendre des pauvres comme gens de sa maison. Les gens, ils préfèrent inviter des riches ou inviter des gens bien élevés que inviter des pauvres. D'accord ? Donc, je dis, moi j'ai une maison, je voudrais que les gens qui viennent chez moi soient triés sur le volet. Mais j'ai pas envie qu'il y ait des pauvres qui viennent salir mes fauteuils, réclamer encore une assiette. D'accord ? Alors, pourtant, c'est une Mishnah claire dans Pirkei Avot qui te dit que les pauvres seront les habitants de ta maison. D'accord ? Et le Barthénora, lui, il dit même pas plus que ça. Il dit si tu as besoin d'employer des gens pour travailler chez toi, emploie des pauvres. Des gens qui ont besoin. D'accord ? Donc on voit bien qu'il y a des comportements au quotidien qu'on n'aime pas trop faire. Moi, je me rappelais, le rabbi, il y avait une dame qui, vraiment, elle recevait tous les clochards qu'il y avait dans le quartier, quoi. Tous les clochards de Kroneitz, ils étaient chez elle, quoi. Et ils n'étaient pas comme le Rav Moshe Weber ici, vous voyez. Ils étaient considérés comme des gens exceptionnels dans le quartier. Alors qu'en vérité, tous les gens du quartier auraient dû être comme ça. Et non, vous voyez, en général, les gens, ils disent, je veux bien inviter telle personne, mais je ne voudrais pas celle-là. Je voudrais sélectionner qui va manger chez moi, qui va venir chez moi. Pourquoi ? Parce qu'on a du mal à respecter cette Mishnah. On n'a pas tellement envie de recevoir un clochard à la maison. On préfère avoir quelqu'un qui est propre. Moshe Weber, il avait reçu un jour un clochard et l'oreiller était plein de poux. Et le matin, il a pris l'oreiller, il l'a jeté à la poubelle pour pas que sa femme voit qu'il a reçu cette nuit-là, quoi. Un type qui était vraiment dans un état. Il faut une certaine carrure pour supporter des invités comme ça. Hein. Juste faire comme dans les hôpitaux, jeter le drap, les draps, les coussins, hop, pour éviter la contamination de la maison, quoi. Alors, quand on vous dit que les pauvres seront les invités de ta maison, tout ce que vous lisez dans les Pirkei Avot, quand vous avez l'impression, si vous n'approfondissez pas, vous dites ouais, bon, c'est du déjà vu, c'est du classique.
Il dit non, c'est pas du classique, c'est très medouillac, puisque c'est la tradition de Moshe Rabbeinu qui s'est transmise à travers les prophètes, les anciens de la Grande Assemblée, et après les Tanaïm, puis les Zoum, les couples de Tanaïm jusqu'à Rabbi Yehuda Anassi, quoi. Donc tous ces gens-là, en vérité, ils sont les réceptacles de la tradition, de la morale juive que Moshe Rabbeinu avait reçue au Sinaï. D'accord? Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Je vois que vous somnolez presque. Qu'est-ce qu'a écrit Pirkei Avot? Tous les auteurs qu'on cite. C'est-à-dire, chaque fois qu'il y a un auteur, ce qu'il a dit, c'était son enseignement dans sa vie. Shimon HaTzadik, et Antignosh Istocho, et Yehuda Ben Tabai, et Hillel, et Rabban Gamiel, tous les sages qui sont cités dans les Pirkei Avot, ils racontent leur vie, quoi. Qui c'est qui a fait l'ordre et les phrases? C'est Rabbi Yehuda Anassi qui a écrit, ça fait partie des textes de la Mishnah. Tout le monde étudie ou c'est seulement chez Chabad? Tout le monde. Toutes les communautés étudient les Pirkei Avot. Après Shavuot, il n'y a que certaines communautés qui continuent de Shavuot jusqu'à Rosh Hashanah. Mais dans les 6 semaines qui vont de Pessah à Shavuot, tout le monde étudie. Alors il y en a qui étudient le matin, samedi matin, il y en a qui étudient samedi après-midi. Mais en vérité, il ne faut pas simplement le lire 3 minutes avant Mincha ou après Mincha. Les commentaires du Il faudrait faire les Pirkei Avot toute la semaine et pendant toute la période entre Pessah et Shavuot. Comme nous dit d'ailleurs le Rishonim, il dit qu'effectivement, la période entre Pessah et Shavuot, ça a la même Kedusha que le Chol HaMoed. Comme en Chol HaMoed, il y a une atmosphère particulière de sainteté. Dans les 49 jours qui vont de Pessah à Shavuot, pas simplement la première semaine de l'Omer qui est dans Pessah, mais même les autres jours jusqu'à Shavuot, c'est comme un Chol HaMoed. Seulement il dit, seulement voilà ce qui se passe. Oui, il y a quelque chose. Seulement on dit que c'est devenu des jours de deuil, alors que ça aurait été des jours de joie. C'est devenu des jours de deuil à cause de la catastrophe déjà des morts des élèves de Rabbi Akiva et des croisades qu'il y a eu dans cette période-là, et de la Shoah, etc. C'est devenu, avec le temps, une période triste, alors que ça aurait dû être une période comme on prend la Moed. C'est une période de fête. Et donc on voit bien que le fait de ne pas avoir respecté Pirkei Avot, ça a provoqué que ces jours-là sont devenus des jours tristes au lieu des jours gays. Donc on peut être gay. On doit être gay. On doit être gay. Et pour être gay, la meilleure façon d'être de bonne humeur, c'est justement d'étudier ces Pirkei Avot, même si on les étudie superficiellement. Oui. On peut les lire tous les jours. On peut les lire tous les jours. Et on approfondit une Mishnah. Pas pour rien qu'il y a énormément de commentaires sur Pirkei Avot, parce que c'est la vie. Tout ce qui traite à la vie est traité dans Pirkei Avot. Mais des fois, on ne fait pas attention. Il faut essayer de relier le personnage qui a dit ça avec ce qu'il a dit, comme le Barthénora explique, ce que le Rabbi rapporte beaucoup de fois, que le Chacham, quand il a écrit, il a dit, c'est pas qu'il a dit une fois, et après il a pu répéter. Toute sa vie, il répétait la même chose. Quand tel Chacham dit quelque chose dans Pirkei Avot, c'est pas qu'il a dit une fois et puis il a fermé le livre. C'est que toute sa vie, son enseignement était basé sur cette phrase-là qu'il dit dans Pirkei Avot. C'est comme si vous vouliez résumer le Rabbi. Vous allez dire, le Rabbi, vous direz Géoula et Avat Israël. Parce que tout ce qu'il a pu dire
en sikha, en lettres, en mama, dans la rue. C'est toujours, ça tourne autour de ces deux thèmes. Bien que ça puisse parler de la parachat à Shavua, de la cache-route, de la politique, de ce que vous voulez. Ça va relier toujours, hop, Géola à Avat Israël. Donc quand on vous dit tel personnage du Pirkei Avot, il a dit ça, c'est pas qu'il a dit une fois, et puis on a écrit, ah tiens, c'est intéressant, tiens, on va l'écrire. Non, c'est toute sa vie, elle était là-dedans. Toute sa vie, elle était dans ce qu'ils ont expliqué les différents acteurs de Pirkei Avot. Depuis Shimon HaTzadik, depuis la Knesset Agdola, jusqu'à la dernière génération qui a fermé le Talmud, qui a fermé la Mishnah. Ça s'apprend dans les écoles. Donc il faut... Pardon ? Ça s'apprend dans les écoles. Bien sûr, heureusement que dans les écoles, ils apprennent Pirkei Avot, ils apprennent même par cœur. Il y a un sérieux besoin. Mais c'est un livre, c'est pas un livre pour les enfants, Pirkei Avot, c'est un livre pour l'éternité, quoi. C'est un livre qu'on peut sans arrêt relire et relire et relire. On a toujours des choses à apprendre. C'est le premier livre de morale du Michelet, c'est le premier livre de morale de la Torah écrite. Et Pirkei Avot, c'est le premier livre de morale de la Torah orale. Bat Yaakov qui t'arrête, c'est le sujet de l'année. Ils font ça. Et badaï. Vraiment. C'est fondamental, mais oui. Qui t'arrête. Ouais, il apprend. Voilà, donc il faut Tous les ans ou c'est cette année? Tout le temps. Ah, tout le temps. Il faut s'atteler à étudier les Pirkei Avot, Ah ben oui. et pas évidemment pas s'arrêter après Shavuot, mais reprendre le livre et se dire jusqu'à quel point je respecte ce qu'il y a écrit, quoi. Ce que chacun dit là, est-ce que je le fais moi-même? Parce que c'est joli à répéter par cœur. Est-ce que tu fais vraiment dans ta vie la Torah, la Voda avec notre Hasadim? Non. Des fois, tu manques dans la même journée de faire ça. Tu as fait ça, mais tu n'as pas fait ça. Ouais, bien sûr. Donc il faut devenir un spécialiste des Pirkei Avot dans la vie concrète. Eh ouais. Voilà. C'est Géoula, vous voulez dire. C'est la Géoula. C'est Géoula, Pirkei Avot. Pirkei Avot, c'est les principes de nos ancêtres qui sont la Chokma, la Bina et le Da'at. Voilà, merci de votre attention. C'est très bien qu'on fasse. Au moins, je dis. On va faire deux pour Mincha.